la première table ronde, Michel Sudarski, qui va être le secrétaire général de l'INTA, qui va être le modérateur. Olivier Paz, eh bien, qui a été présenté par Nicolas Mely, donc qui est un de nos experts du territoire. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les mobilités, il faut les penser à travers l'emploi. Parce que si on pense les mobilités en termes d'emploi, on trouve des solutions très naturellement pour l'éducation, pour la santé, pour la culture, pour le sport, pour la solidarité. Donc tout se met en place. Donc c'est une façon de penser nouvelle, légèrement décalée. Je vais appeler également Rémi Laga, qui est directeur adjoint du projet tram autonome à la SNCF, c'est-à-dire ces véhicules autonomes qui, évidemment, demain vont s'opposer, vont contribuer à modeler la réalité de nos vies. Et Maréline Lemonnier, puisqu'on voit bien que les mobilités, c'est un ensemble de vecteurs, de véhicules qui doivent s'associer les uns les autres. Voilà, je vous laisse la parole. À vous de jouer, Michel. Merci Max, messieurs les élus, madame et messieurs les élus. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de... Vous n'avez pas la tâche facile. Être le premier atelier après le déjeuner est quelque chose de très compliqué. Mais merci d'être là. Je crois que la présentation qui a été faite de cet après-midi est tout à fait juste et pertinente. Il s'agit bien, dans le titre de la session, de réfléchir au défi des mobilités, mais il faut rajouter une phrase, au défi des mobilités pour l'emploi et la croissance. Je crois que c'est la finalité des mobilités, c'est pas pour le... On en verra plus tard, attendez un petit peu. Donc le programme des ateliers est certes différent du forum qui aura lieu demain, mais il reste complémentaire à celui de ce forum, parce que c'est dans un laboratoire d'idées que nous sommes. Nous ne sommes pas dans des présentations, nous sommes dans un laboratoire d'idées. Nous brassons des idées, nous lançons des idées. Peut-être certaines sont bonnes, certaines n'auront pas de suite. Et c'est ce laboratoire d'idées qui s'ouvre cet après-midi. 4 ateliers sont au programme de cet après-midi. Et ce sont 4 ateliers qui sont autant de séquences à des échelles territoriales emboîtées sur des thèmes connectés. Donc, faisons intervenir des acteurs différents sur ce territoire. Et ces ateliers sont conçus d'une manière un peu créative, un peu dynamique, comme un moment collaboratif et créatif du laboratoire d'idées des territoires que veut être le Forum de la Normandie connectée. Et ils constituent ensemble, les 4 ateliers, une logique articulée, cohérente, qui débouche ou devrait déboucher sur une vision partagée d'une mobilité augmentée dans la communauté de communes Normandie, Cabourg, Pays d'Auge. Donc, pour commencer, nous retiendrons, et c'est les questions que j'avais déjà posées à chacun de nos collègues, on retiendront comme point de départ 3 axes. Le premier axe, c'est celui de l'enjeu majeur de ce territoire. Quel est l'enjeu majeur de ce territoire ? Et cet enjeu majeur de ce territoire, sur lequel nous allons discuter pendant toute l'après-midi, se décline en deux questions fondamentales. Quelle mobilité pour le corridor nord-sud, enfin est-ouest, Lisieux, Deauville, Cabourg, et aussi dans une deuxième question, c'est quelle desserte performante et innovante mettre en place au bénéfice d'un territoire qui est mixte, urbain et rural. Premier axe. Le deuxième axe, à partir des questions que vous allez pouvoir, des réponses que vous allez pouvoir nous apporter, c'est quelles sont les problématiques communes que partage ce territoire. Il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être celles que vous, notamment vous, Monsieur le Président, vous pouvez en identifier d'autres. Comment répondre aux problématiques communes portées par le territoire. Troisième axe, comment augmenter l'attractivité du territoire avec de nouveaux services? Quelle mobilité, quel système, quel nouveau service, quelle attractivité du territoire? Le but de notre travail collectif, et j'en finirai là-dessus dans cette introduction, c'est de proposer aux élus, aux habitants, aux partenaires économiques,
ce qui est nécessaire, mais n'existe pas encore sur ce territoire. On ne le commence pas dans l'ordre alphabétique, ça n'a pas d'intérêt, mais je souhaiterais que l'un et l'autre, vous puissiez répondre ou esquisser des réponses qui s'inscrivent dans ces trois axes et dans cette problématique que je pense être commune à tout le monde, aux uns et aux autres. Vous voulez commencer, monsieur le maire ? Alors, bonjour à tous. Juste quelques mots pour présenter ma communauté de communes, donc Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, 39 communes, 31 000 habitants, et avec des communes très diverses, puisque la plus petite a 43 habitants et la plus grosse a 6 000 habitants. Voilà. Et donc, à la fois un territoire qui est périurbain, en limite de Caen, qui est littoral avec des stations balnéaires de la côte fleurie, et une bonne partie qui est très rurale, avec des très petites communes. Alors, je pensais aux enjeux tout à l'heure, et je me disais, on est dans un pays où on calcule beaucoup le PIB, et moi je voudrais pas vous parler du BIB, le bonheur intérieur brut, parce que trop souvent, hein, on décrit la ruralité comme une fatalité, quelque chose qui vous tombe dessus et qui serait une catastrophe, une tare de départ. Or, la ruralité, ça peut être, et c'est souvent, quelque chose de voulu et quelque chose qui peut être très heureux. Et quand on réfléchit bien à la ruralité, on dit qu'est-ce qu'il faut pour que la ruralité soit heureuse ? Eh bien, il faut qu'elle soit mobile. C'est la première réponse, parce qu'il faut, quand on a des enfants, qui puissent aller à l'école, au collège, au lycée facilement. Quand on est malade, il faut qu'on puisse se soigner assez rapidement et donc aller vers des centres médicaux dans des conditions normales. On doit pouvoir effectivement faire ses courses, tout ce dont on a besoin au quotidien. Et puis, j'allais dire des loisirs, il faut également qu'on puisse accéder à des loisirs rapidement. À partir du moment où la mobilité existe pour cela, la ruralité, c'est le bonheur, très clairement. Et donc, je pense que c'est la première affirmation. Alors que les élus, leur rôle premier, c'est effectivement d'améliorer la vie de ceux qui nous ont fait confiance, hein, c'est quand même un petit peu le leitmotiv et le fil rouge. Se dire que si on arrive à améliorer ces questions de mobilité, on va rendre un certain nombre de personnes beaucoup plus autonomes et beaucoup plus heureuses, beaucoup plus en capacité de travailler aussi, hein, bien entendu, la mobilité pour le travail. Donc c'est véritablement pour nous une réflexion majeure. Et alors quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, parce que moi je suis ni un spécialiste de mobilité, ni un spécialiste du numérique. Mais vous savez, les maires, on est un peu les médecins généralistes de la République, nous. Hein. Donc, quand je regarde, je me dis finalement, les nouvelles mobilités, elles ont été inventées pour la ville. Beaucoup. Et elles fonctionnent exclusivement avec le numérique. C'est-à-dire qu'on ne peut très difficilement envisager les nouvelles mobilités si on ne pense pas numérique. Or, force est de constater que le numérique, qui, il y a 10 ans, avait été présenté comme, j'allais dire, justement, un outil de rééquilibrage des territoires, l'idée qu'on pourrait travailler dans le fin fond du Pays d'Auge et être aussi pertinent, aussi percutant que si on était en centre-ville, eh on se rend compte que ce n'est pas encore ça, qu'il y a une fracture numérique qui est venue parfois aggraver la fracture territoriale. Il y a un certain nombre de communes dans mon territoire où parfois, dans certains endroits, on a du mal à avoir le téléphone portable. Je ne parle même pas on a du mal à avoir le téléphone portable. Et donc, en ce sens, tous les plans qui sont développés, et par le département, par la région, par l'État, ont leur importance parce que, voilà, c'est primordial. Si on veut parler mobilité, il faut que l'on mette, en termes numériques, les territoires j'allais dire, pas un plan d'égalité, je ne rêve pas, mais à un minima. Parce que le souci que j'ai, c'est que quand j'entends parler, on va expérimenter la 5G à tel endroit, j'ai dit, moi, j'ai des administrés, ils voudraient simplement avoir le téléphone. Vous voyez, donc il y a un différentiel. Et donc ça, c'est le premier point. Et alors après ça, effectivement, cette mobilité, on doit l'inventer. Et je suis persuadé qu'elle part à l'évidence d'un certain nombre d'infrastructures qui existent. Alors, on a deux mots là de la gare de Deauville-Trouville. Nous aussi, on a une gare. Nous aussi, on a du développement. Je pense par exemple au Ciral. Le Ciral, c'est Michel Dornano qui a décidé ça il y a 30 ans, et il a décidé de le mettre à Goustranville. Alors, vous n'êtes peut-être pas très nombreux à savoir où est Goustranville, mais Goustranville, c'est vraiment le petit village du Pays d'Auge que rien ne distingue d'un autre qui n'est pas ni dans l'agglomération caennaise, qui est vraiment dans le Pays d'Auge. Bon,
dans 2 ans, l'école vétérinaire, la partie équine de l'école vétérinaire va être installée là. Est-ce qu'on n'a pas une vraie responsabilité, nous, aujourd'hui, à concevoir de nouvelles modalités de transport pour que des étudiants qui ont pris le train, qui sont descendus à Dives, puissent facilement aller à Goustranville, que des enseignants qui vont être là-bas puissent également avoir des moyens d'accéder dans ce lieu. Et donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui qui s'engage pour que ces gares deviennent véritablement, non pas, nous c'est une gare terminus, non pas un terminus, mais le point de nouveau départ. Et c'est la seule solution pour que ça marche. Et ça implique aussi, il ne faut pas se le cacher, une vraie réflexion sur la gouvernance entre la SNCF qui exploite les lignes, la région qui est aujourd'hui compétente en matière de transport et qui donc, à l'évidence, a un rôle de chef de file pour ce qui est des modalités des transports. Je dirais la communauté de communes, parce qu'à l'évidence, la communauté de communes, elle a en charge le développement économique et donc ça rentre dans la boucle. Et puis la commune, qui aujourd'hui encore, dans notre cas, a la compétence urbanisme. Voilà. Et donc, ce sont en réalité ces 4 entités qui vont devoir réorganiser le fonctionnement, le devenir d'un espace comme une gare terminus, de manière à ce qu'elle redevienne un nouveau point de départ vers d'autres lieux. Voilà, donc on a toute cette réflexion, et puis après ça, il y a tout ce qui fait aussi comment irriguer le territoire. Alors, j'étais très sensible à ce qu'a dit Nicolas Ameline, parce que c'est véritablement notre démarche, et qu'on a commencé à penser ces mobilités en pensant en ceux qui en ont le moins accès. C'est-à-dire que notre démarche, c'est d'abord de dire, on ne va pas commencer par s'occuper de ceux qui ont déjà leur voiture, mais plutôt de ceux qui n'ont rien pour aller au travail et qui, quand ils sont dans la campagne, sont doublement pénalisés. C'est vers eux qu'on doit se tourner en premier. Donc vous insistez, comme je l'avais peut-être souligné au départ, le dialogue entre les différents acteurs. Vous mettez les dialogues. Comment organisez-vous le dialogue, par exemple, avec la SNCF ou avec la région sur cette question sur votre territoire? Alors, y a-t-il des mécanismes propres à ce dialogue? Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue, il se fait un peu sous pression. C'est-à-dire qu'on est sous la pression des gares qui vont fermer, des trains qui sont transformés en autocars. Alors, j'allais dire, ça passerait beaucoup mieux si c'était vu dans un plan global, avec un peu plus d'anticipation, et puis qu'on puisse comprendre et organiser. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'effectivement... allez, soyons clairs, hein. Les trains aujourd'hui, quand on part de Deauville ou quand on part de Caen pour aller sur Paris, c'est quand même pas la panacée. Entre les retards, moi il m'arrive souvent de prendre le train de 7h04 à Caen, je veux dire que quand je vois l'état, je me demande si quelqu'un l'a nettoyé depuis 8 jours. Quoi, hein. Bon. Et dans ces conditions, vous ne représentez pas la SNCF, non? Si, c'est vous? Oui. Moi, bah oui. Bon, non, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Enfin, il faut, et j'espère que la nouvelle génération de trains va nous donner un autre service. Mais on ne peut pas être étonné, si vous voulez, quand on prend le train le matin, qu'on n'est pas sûr d'arriver à l'heure, qu'on finisse par choisir d'autres modes de circulation. Et moi, je pense que le ferroviaire a toute, mais vraiment... toute son importance, sa nécessité, et en plus, enfin, je passe à autre chose, on est en train de travailler actuellement sur un centre de tri pour toute la Normandie occidentale, pour les déchets recyclables, qui va faire 70 000 tonnes, qui va aller jusqu'au Cotentin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer véritablement que la nuit, on puisse avoir du transit en fret avec les déchets qui viennent depuis Cherbourg jusqu'à Caen? Enfin voilà, mais on a des choses comme ça à inventer pour redonner aux lignes ferroviaires toute leur importance. Et c'est pour ça que, véritablement, on doit être dans une gouvernance partagée et dans une co-construction de ces nouvelles modalités. Parfait. Il y a évoqué d'autres modèles que le ferroviaire pour la mobilité. Vous travaillez sur le service des cars, qui ont été évoqués. Justement, comment vous percevez cette demande de mobilité intermédiaire entre un système très lourd et un système plus urbain? Vous l'avez dit dès le départ, on ne parle plus de transport aujourd'hui, mais de mobilité, parce que la mobilité, elle est très diverse. Et avant de parler de solutions de transport, il faut identifier de quelle mobilité on parle. Au quotidien, on le voit bien, toutes les voitures qu'il y a sur les routes. Les gens vont à la fois au travail, à la fois conduire les enfants à l'école, à la fois pour les activités, à la fois pour tout un tas d'activités diverses et variées.
Et on ne peut pas réduire la mobilité à ce qu'on appelait les flux pendulaires, c'est-à-dire le domicile-travail. Parce que quand vous regardez tous les trajets que vous avez pu faire aujourd'hui, vous en avez fait tout un tas. Et c'est très difficile, dans ces cas-là, de ne raisonner que par du transport public. Le transport public ne peut pas être la solution à tout. Et je pense qu'il ne faut pas mettre en concurrence la voiture et les transports en commun. Tout ça doit se gérer dans une complémentarité, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois conducteur à certaines occasions de sa voiture particulière, de temps en temps faire du covoiturage, et puis pour certains déplacements prendre le train, le bus, le vélo. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a de nombreuses autres solutions maintenant qui apparaissent. On voit bien les vélos à assistance électrique, par exemple, les trottinettes, tout un tas de déplacements possibles. Il y a aussi beaucoup de transports à la demande qui se développent, y compris en milieu rural, qui sont intéressants. Donc l'idée, c'est bien de regarder quels sont les différents flux, les différents besoins en mobilité, et de regarder pour chacun de ces besoins-là, qu'est-ce qui répond le mieux en termes de solutions de transport. Sur votre réseau, quelle est la situation de la mobilité entre Lisieux et Deauville? Alors, effectivement, là, le sujet, il est ferroviaire. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là. Oui. D'accord, c'est très bien, c'est une bonne réponse d'ailleurs. Mais est-ce qu'une solution bus est concevable? Alors, bus. Les transports en commun de voyageurs, là aujourd'hui, sont régis par la région Normandie, qui a une réflexion globale sur les transports, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, ou également les transports scolaires. Donc la réflexion, elle se mène de façon globale. Et moi, je ne pourrais pas répondre, puisque nous sommes opérateurs de transport sous la houlette de la région qui décide de son plan de transport. Très bien, merci. La réponse de la SNCF, globalement, on ne rentre pas dans le détail encore, on a le temps d'élaborer sur les modes de transport un peu plus tard. Alors, la réponse de la SNCF, sur quoi? Parce qu'on a évoqué énormément de sujets là en quelques minutes. J'en profite juste pour me présenter. Donc, je suis Rémi Laguet, je travaille en fait à Paris et je suis sur le programme Train autonome. Donc, je ne suis pas sur les problématiques de la région Normandie ou du Pays d'Auge. Donc je vais pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de choses, mais il y en a d'autres sur lesquelles je ne suis pas directement en prise sur les sujets. Bien que les questions de qualité de service, évidemment, comme tout un chacun, me touchent. Et puis on sait que sur tout ce qui est Normandie, il y a pas mal d'historique. Bon. Donc pour répondre un peu globalement sur la question des mobilités, de la vie quotidienne, du transport et de la vie quotidienne, en fait, l'une des clés, et là je suis plutôt sur un horizon de temps à quelques années, la clé, c'est de pouvoir innover. Alors, il se trouve que la SNCF a décidé d'entamer une grande révolution après avoir roulé à la vapeur, puis à l'électricité, puis avoir inventé le TGV. Et là, pendant plusieurs années, on a un peu roulé sur notre innovation d'il y a quelques dizaines d'années, qui est le TGV. Donc, on est en train de reprendre un chemin très vertueux qui est celui de l'innovation un peu fondamentale, on va dire. Et cette quatrième révolution du rail, on est en train de la mener à travers un grand programme que je pourrais vous détailler. Mais surtout, je voulais insister en lien avec tout ce qui vient d'être dit sur le fait que c'est vraiment une révolution du rail au service de l'ensemble des populations. On n'est pas du tout dans le truc où on va encore faire du TGV encore mieux, etc. Ça, on va le faire aussi, mais on veut vraiment que la place du rail soit encore plus pertinente, parce qu'avec la transition écologique, le rail est beaucoup moins polluant que les autres moyens de transport. Et donc la pertinence, ne serait-ce que sur ce plan-là, elle n'est pas remise en cause sur l'impact carbone. Et il y a donc évidemment la dimension après économique, l'insertion dans le territoire, l'insertion dans le réseau de multimodalité qui préexiste ou qui doit être développé.
Et on sait que quand on monte un service avec l'ensemble des acteurs, quand on sait qu'on fait vraiment une politique complètement articulée, globale, avec tous les acteurs, on y arrive mieux et on capte beaucoup plus de parts de marché des transports, des déplacements. Et je n'exclus pas la voiture, hein. C'est un des moyens de transport qui participe à la chaîne des moyens de transport qui permettent à la vie quotidienne de bien se dérouler et d'être fluide. Et donc dans cette chaîne de transport, il y en a évidemment un qui me touche plus que les autres puisque c'est le train. Et donc le train est en train de se rénover en profondeur par la technologie. Et une des technologies qu'on travaille, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à le faire, hein, partout dans le monde, les Chinois, les Japonais, les Allemands, les Suédois, enfin un certain nombre de grands pays ferroviaires travaillent aussi dessus, c'est l'horizon de l'autonomie. Donc l'autonomie, je vous fais un cours très très rapide, mais je suis obligé de le faire parce que sinon on ne peut pas se comprendre. L'autonomie du train, ce n'est pas l'autonomie de la voiture. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'autonomie qui permet au conducteur toujours présent en cabine de conduire, j'allais dire, sans les mains, c'est-à-dire qu'il y a un automatisme qui lui permet d'accélérer et de freiner, et donc lui, il est juste là pour surveiller et faire en sorte qu'en cas de danger, il intervienne. Il y a un deuxième stade d'autonomie qui est celui où on a une personne dans le train, mais qui n'est pas nécessairement un conducteur. Le train se conduit tout seul, et on a juste une personne qui est présente pour intervenir en cas de problème, si le train est, par exemple, en panne au milieu des voies, et donc il peut aider les voyageurs, par exemple. Et puis le stade ultime de l'autonomie, c'est celui dont on parle beaucoup pour la voiture, c'est là où il n'y a plus personne. Bon, plus personne du service du train. Alors c'est pas forcément ça qu'on travaille en priorité, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même besoin de personnel dans les trains, il y a besoin d'un service, et qu'on travaille vraiment sur la notion de service. Et du coup, l'autonomie, c'est surtout un levier pour, avec les mêmes infrastructures, faire plus de trains. Parce que du fait des automatismes, ça permet de réduire les écarts entre deux trains qui se succèdent. Et donc ça permet de multiplier les fréquences. D'où le terme de métro. Alors dans certains cas c'est applicable, dans d'autres ça l'est moins. Mais on a déjà évidemment dans le monde des métros automatiques. Les métros automatiques ont l'avantage d'être dans un milieu complètement fermé. On met souvent des portes palières pour empêcher que des gens aillent sur les voies. Donc c'est un milieu totalement fermé qui présente moins de risques que le milieu ouvert dans lequel évolue le ferroviaire. C'est pour ça qu'on a, quand je dis on, c'est l'ensemble des réseaux qui travaillent sur le sujet, l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur les sujets. On a des défis technologiques à relever parce qu'on est en milieu ouvert et que n'importe quoi peut venir sur les rails, des animaux, des personnes, des rochers, voilà. Et donc on est obligé de lever un certain nombre de verrous technologiques, et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà, donc il y a le lien que je fais avec votre territoire, c'est que ce sont des solutions qui vont venir, et des solutions qui vont s'adresser, j'allais dire presque en priorité, au territoire sur lequel on a, j'allais dire, une pertinence du ferroviaire, pertinence économique, qui est vacillante, ou augmenter les fréquences là où elle est déjà importante. Alors justement, si le rail, j'utilise à Essian le mot rail plutôt que du ferroviaire, si le rail est pertinent, et certainement il l'est, qu'est-ce que l'on met dessus? Vous avez parlé train, vous avez évoqué peut-être l'idée de métro, vous n'avez pas évoqué l'idée de tram. En fait, quelle serait, selon vous, en termes abstraits, un peu hors sol, quelle serait une bonne solution aujourd'hui, moderne, innovante, performante? En fait, on n'est pas les seuls non plus là à travailler sur une notion de gamme, parce que dans certains territoires, on va pouvoir mettre des tout petits modules de, mettons, une dizaine de personnes sur des rails. Et ça aura sa pertinence économique. Ça pourra absorber les pointes du matin, les pointes du soir, et avoir un modèle économique qui fonctionne. Et puis à l'autre bout du spectre, on aura le train d'aujourd'hui, c'est-à-dire le train lourd, le train massif, qui permet de transporter beaucoup de gens, d'absorber des flux importants, ce qui est quand même notre cœur de métier jusqu'à maintenant. Et donc entre ces petits modules sur rail et en passant par le tram et plein de solutions intermédiaires, je pense qu'il va y avoir une gamme de solutions qui va se développer petit à petit. Il y a des constructeurs d'ailleurs dans le monde ferroviaire qui réfléchissent, qui travaillent sur des prototypes, et ça va s'accompagner d'un nouveau développement du ferroviaire, je pense. Quelle est votre préférence, monsieur le maire?
Alors, je pense qu'effectivement, cette capacité du rail à pouvoir accueillir soit des trains importants, soit des tout petits modules, c'est ça aujourd'hui la difficulté. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps, quand on voit un train avec simplement 15 personnes à bord, on peut comprendre que ça interroge. Ça, c'est l'évidence. Alors, si ce n'est que le problème du rail, c'est qu'il est limité là où il va et que visiblement, on voit bien qu'il y a des portions de territoire très très larges et très loin du rail qui ne sont pas desservies. Et en ce sens, on nous a parlé pendant longtemps, on nous a dit oui, la voiture autonome va arriver, donc j'allais dire, vous appellerez, et puis elle viendra devant chez vous, elle vous emmènera au supermarché, elle vous ramènera. Si ce n'est que ce n'est pas la solution de l'avenir, parce que si chacun, on commence à avoir une voiture pour ça tout seul qui vient et tout, ça va créer des encombrements gigantesques. En termes de pollution, ça va être une catastrophe. Donc c'est pas non plus la bonne solution. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement, au-delà, j'allais dire, de ces grandes dessertes que le rail va pouvoir offrir, voir comment irriguer le territoire. Aujourd'hui, sur le territoire dont on parle, l'un des problèmes principaux, on a des axes qui sont des axes est-ouest ou ouest-est. On a très peu de pénétrantes. Je veux dire, c'est plus facile effectivement d'aller de Deauville à Cabourg ou de Lisieux à Caen que de remonter de Dosjulé à Cabourg ou de Troarn à Merville-Francheville. Il n'y a pas ce type de desserte. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut. Et c'est là où il faut qu'on invente, nous, des réponses pour répondre à ces défis. Merci. Et une combinaison bus-rail, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez chez Keolis, à la fois sur roue et sur rail? Ça existe, il y a des modèles. La Micheline, ça date des années 20, je crois, ou 30. Donc, on a vu plein de développements de véhicules comme ça, un peu hybrides, alors pas au sens du combustible, hein, mais entre la roue en métal et puis la roue... le pneumatique, quoi. Et donc, au cours de l'histoire, en fait, on se rend compte que la stabilité de ces véhicules n'était pas optimale et que petit à petit, on s'est rendu compte que ça avait des désavantages en matière de coûts de maintenance, notamment. Bon, ça ne veut pas dire que ce qu'on a arrêté dans les années peut-être 60 ou 50-60, on ne serait pas capable de mieux le concevoir aujourd'hui, hein, forcément. Mais vous avez raison, on ne se bloque sur aucun système, l'objectif étant qu'on puisse justement utiliser les nouvelles technologies pour faire de l'autonomie et en même temps pouvoir alléger certains véhicules et donc trouver des solutions ferrées qui aujourd'hui n'existent pas. Donc on est bien dans cette logique-là. Après, le temps que ça va prendre, l'argent que ça va coûter, on est encore là dans, on va dire, un domaine de la recherche. Il me semblait qu'il existait un tram-train produit en France d'ailleurs, la société L'Or, dans lequel on passe à la fois du rail à la roue. Et c'est assez récent. Oui, il y a effectivement des prototypes, il y a un certain nombre de solutions. Il y a par exemple des trams, on a vu récemment le tram à Potsdam, qui est un tram autonome. Bon, voilà, donc ça fait partie des technologies qui commencent à émerger. Et effectivement, on travaille sur l'ensemble de la gamme avec d'ailleurs nos filiales et puis notre direction de la recherche. Et les bus à haut niveau de service, c'est quelque chose qui est envisageable sur ce corridor? Les bus à haut niveau de service, ça répond à une demande avec des flux importants. Je pense qu'il faut avoir conscience que, et vous le disiez très bien tout à l'heure, monsieur le maire, c'est qu'on saura trouver des solutions pour les grands flux. Alors, ils seront du car, du train, de la navette ou autre. La plus grosse difficulté, c'est pour les petits flux, finalement. C'est de voir comment on vient en complémentarité avec des solutions qui peuvent être des solutions technologiques. On parle de Normandie connectée, donc des solutions d'applications qui permettent à travers une communauté de faire un peu de covoiturage, ou un transport à la demande qui peut être subventionné par une collectivité. Enfin, il y a tout un tas de solutions comme ça qui viennent en complément, qui peuvent venir en complément d'un service de plus grande envergure. Oui, juste, en vous écoutant, je pensais à ça. On travaille, nous, avec 3 autres communautés de communes, Honfleur,
Pont-l'Évêque de manière, justement, parce que ces questions de mobilité, on ne peut pas les concevoir au sein de son propre périmètre. Et on va sans doute mettre en place ce qu'on appelle le réseau pouce, qui est un système, j'allais dire, d'autostop numérique, un petit peu. C'est simplement, alors on prend un truc tout simple, on a tous aujourd'hui un réseau de transport scolaire avec des arrêts dans chaque village et parfois plusieurs fois dans le même village. Donc des points qui sont identifiés comme étant des lieux où on peut s'arrêter. Le principe de réseau pouce, c'est qu'on reprend ces points-là et puis on s'inscrit, on dit demain matin, je voudrais aller de Cresseveuille à Pennes-de-Py. Voilà. En Uber, on a du mal à trouver ça. C'est pas, on a peu de réponses quand on fait Uber avec ça. Par contre, le système réseau pouce, alors ça marche comme ça et ça peut marcher aussi. Les personnes qui n'ont pas le numérique, on a fait aussi, il y a la version ancien monde. Donc on se met au niveau du réseau pouce avec un petit panneau là où on veut aller. Et comme ça, la personne sait que c'est... Voilà, ça... Bon. Donc c'est quelque chose qui devrait être mis en place, qui vise simplement à faire en sorte, à réorganiser un peu le covoiturage. Quels sont les besoins de mobilité des activités économiques, des responsables économiques sur votre territoire? Comment les industriels et les employeurs voient le problème de la mobilité sur leur territoire? Alors là aussi, c'est complètement réinventé. Parfois, c'est peut-être à réinventer par rapport à ce qui se faisait autrefois. Moi, quand j'étais très, très jeune et que j'étais à Merville, il y avait un bus qui passait pour aller à la SMN, pour emmener les ouvriers de la SMN. Aujourd'hui, on a le village des Marques qui s'est mis à Honfleur et on a fait une petite étude. On voit qu'une bonne partie des salariés, ils viennent de la côte, là, et donc on peut peut-être, on mène une réflexion pour savoir est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer, avec, j'allais dire, le versement des employeurs pour les transports, de créer un système de bus qui ferait du ramassage pour les employés qui sont comme ça, qu'on pourrait récupérer le long de la route pour aller vers leur travail. Après ça, les besoins, je le disais tout à l'heure, c'est dès qu'on a, par exemple l'été, nous sur la côte, on a un très fort besoin en personnel saisonnier qui fait de l'hôtellerie, de la restauration. On a essayé, et de temps en temps, voilà, on a des échecs qui apprennent, on a essayé de mettre en place, à nos frais, avec l'aide du conseil départemental, un bus qui faisait un peu l'arrière-pays, Troarn-Dozulé, et qui faisait Oulgate-Cabourg. Ça a été un échec complet, parce qu'en réalité, on a affaire à des personnels qui, les uns vont commencer à 6h le matin, les autres à 7h30, les autres juste avant le service à 11h30, et en sortie de service, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont terminer l'un à 22h, l'autre à 0h30, et donc on n'a pas réussi, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas eu grand monde dans le bus, et ça nous a coûté relativement cher, on n'a pas offert le service. Et c'est là toute la difficulté, justement, pour trouver des systèmes qui soient adaptables, ajustables, et qui correspondent à des attentes. Effectivement, on n'est pas dans du pendulaire comme celui qu'on peut imaginer où à 8h30 tout le monde prend la même direction et revient. Et c'est là où est toute la difficulté. Y a-t-il des solutions? Est-ce que vos bus sont assez flexibles pour justement pour s'adapter à cet éclatement des horaires, cette dispersion des horaires? Alors sur les lignes régulières, non. Les lignes régulières ont des horaires de passage et des amplitudes, etc. La solution, elle est effectivement plutôt soit dans des systèmes de transport à la demande, soit de favoriser effectivement tout ce qui peut être covoiturage, qui est quand même une solution, la solution que vous évoquiez là tout à l'heure, est une solution qui fonctionne plutôt bien, de favoriser tout ce qui peut être communauté. Une communauté de saisonniers, etc., qui s'organisent entre eux pour pouvoir se regrouper entre ceux qui terminent à 23h, ceux qui terminent à minuit, etc. etc. Et là, il y a des solutions avec les nouvelles technologies qui fonctionnent plutôt bien. J'ai vu une référence comme quoi il était peut-être plus avantageux d'offrir un service de taxi à certaines populations qui sont dans les zones dispersées, un peu denses, rurales, plutôt que mettre en place un système d'infrastructure. Est-ce que vous le ressentez aussi? Alors, c'est une réalité. Solution. Alors, sur le département du Calvados, il y a un service qui existe, qui s'appelle Taxibus, qui fonctionne plutôt bien. Alors, effectivement, sur ce que j'appelle des petits flux, sur des déplacements où il y a quelques personnes, ça coûte moins cher de faire appel à un taxi que d'affréter un minibus. Donc, clairement, c'est une solution qui est intéressante.
Après, la solution, notamment par exemple Taxibus, ça fonctionne en milieu de journée parce que les taxis ils ont aussi une autre activité qui est bien souvent du transport de scolaires handicapés le matin, de malades en milieu de journée, etc. Et donc il faut pouvoir trouver les créneaux horaires où les taxis sont disponibles. C'est pour ça que notre service Taxibus fonctionne en milieu de journée. Mais c'est un service qui est intéressant et qui est notamment beaucoup utilisé par des personnes âgées, qui permet aussi le maintien à domicile de personnes âgées qui peuvent aller faire leurs courses en milieu de journée, par exemple. Puisque vous parlez de personnes âgées, quelle est, selon vous, l'évolution de la voiture particulière dans cette zone? Je veux dire par là, quand on regarde la structure du peuplement, des personnes âgées, des personnes plutôt isolées, etc., on se pose la question de savoir si elles accepteraient de changer de la voiture particulière à un transport collectif, ce qui n'est pas évident en termes de confort, en termes de sécurité, en termes d'image. Comment vous voyez les choses évoluer ici dans la région? L'acceptation sociale de nouveaux modèles, de nouveaux modes de transport. Ce qui est compliqué, c'est la perte d'autonomie. En général, qu'elle soit en termes de mobilité ou autre, ce qui est compliqué à gérer, c'est la perte d'autonomie. Quand on doit se faire prendre en charge pour tout un tas de choses, c'est compliqué, notamment pour le transport. Et le transport public grande masse répond difficilement pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. On est plutôt sur des transports adaptés, en vérité. Oui, enfin, je pense qu'effectivement, le regard par rapport à la voiture et à la possession de la voiture comme marque de puissance, de virilité pour certains, va véritablement passer de mode. Je crois que ce qui compte, effectivement, c'est d'avoir cette capacité de se déplacer à peu près quand on veut et où on veut. Et donc, c'est l'autonomie qui prime à la propriété. Je pense que là-dessus, effectivement, l'évolution est très forte. D'ailleurs, on voit que là où c'est facile, c'est-à-dire là où les transports urbains sont développés, moi j'ai des tas d'amis à Paris qui me disent non, on n'a surtout pas de voiture, on préfère en louer une le week-end quand on vient en Normandie, mais les problèmes à Paris avec une voiture sont tels qu'on préfère utiliser les transports en commun là où il y a un réseau qui est très développé. Donc c'est véritablement, quand l'offre est suffisante et générale, on se passe très bien de son véhicule. Oui, vous avez beaucoup répondu. S'il y avait un projet d'aménagement du territoire, projet d'aménagement territorial, c'est-à-dire recomposition urbaine, créer de nouvelles voiries, de nouvelles voies, etc. Quelles seraient vos préférences, vos choix pour le corridor Lisieux, Deauville, Cabourg? Est-ce qu'il y a place pour un système ferroviaire moderne et performant sur ce territoire sans entraîner de modification de l'urbanisme, de l'aménagement, etc.? Alors on l'a eu, puisque nous on avait partant de Caen, on avait le petit Décoville qui remontait, qui passait par Merville, qui était un train avec une voie réduite. Non, je pense que tout ça marche si autour du ferroviaire on organise des choses. Déjà quand je pense à la ligne Deauville-Cabourg, il y aura un très beau projet à faire, j'allais dire en termes de train touristique. À certaines heures de la journée, il y a toute une réflexion et qui marcherait, j'en suis certain. Oui. Après ça, tout est aussi dans l'organisation des villes. J'allais dire, à proximité de la gare, est-ce qu'on a une aire où on peut laisser la voiture facilement, sans payer des sommes extraordinaires? Est-ce qu'on peut louer une trottinette ou un vélo pour repartir plus loin? C'est un peu ça l'enjeu qui va déterminer. Et donc, c'est aussi cela, c'est-à-dire que moi, je bats ma coupe. On a longtemps, par exemple, pensé les circulations douces et notamment les pistes cyclables uniquement en termes touristiques. C'est-à-dire, on se disait, ben voilà, tiens, les touristes, ils arrivent, ils vont faire ce tour-là. Aujourd'hui, il faut véritablement qu'on réfléchisse également ces infrastructures en termes de travail et de déplacements pendulaires tous les jours. Parce qu'on voit bien qu'on arrive à la gare de Dives, ben on peut très bien envisager d'aller à Cabourg en vélo, c'est 4 minutes. Mais il faut qu'effectivement, on ait eu peut-être
peut-être un parking avec un petit toit au-dessus et puis un endroit de sécuriser son vélo de manière à pouvoir le récupérer le matin. Donc ce sont des aménagements comme ça, à mon avis, qui vont demain, et les infrastructures de routières douces et des équipements à proximité des lieux où les gens peuvent arriver qui vont permettre de développer ces nouvelles mobilités. C'est ce que nous appelons de nouveaux centres de vie autour des gares, autour des hubs. Mais autour des gares de bus ou des arrêts ou des haltes de bus, est-ce qu'il y a la possibilité de créer justement d'autres services pour les personnes qui attendent le passage du bus ou qui, ne voulant pas aller plus loin, veulent un tiers-lieu, par exemple, dans lequel ils pourraient avoir des fonctions laborales, de santé, simplement d'information, ou d'accéder même au rechargement. Alors, de je leur crois qu'il y a un atelier ordinateur qui est prévu cet après-midi sur le sujet. Alors, on va peut-être pas déflorer leur sujet, hein. Mais effectivement, on peut imaginer sur certaines gares que les gares soient un lieu de vie, hein. Il y a des grandes gares qui sont des grands lieux de vie. Il peut y avoir sur des plus petites gares, effectivement, profiter de ce lieu-là pour pouvoir avoir des bureaux partagés dans lesquels on peut travailler, pour pouvoir avoir tout un tas de services. Mais je ne voudrais surtout pas déflorer le sujet qui sera évoqué tout à l'heure. Il ne s'agit pas de déflorer le sujet, mais c'est par exemple l'offre de Jean-Claude Decaux en ville, en milieu urbain, d'avoir une petite station dans laquelle il y a des mini-services qui est offert aux voyageurs. Est-ce que ceci est aussi acceptable dans un territoire mixte, rural, urbain? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Personne ne l'a essayé. Vous êtes en train d'y réfléchir. Je pense à la gare de Dives où on est en train véritablement, puisque la SNCF nous a fait part qu'ils envisageaient à terme de retirer leur agent, de voir comment est-ce qu'on peut en faire un lieu effectivement de vie avec des départs d'autres choses. Peut-être un corner de l'office de tourisme, parce que j'allais dire quel meilleur endroit pour vanter le territoire pour des gens qui arrivent, leur montrer la multiplicité des lieux où ils peuvent se rendre. Effectivement, ça doit être des lieux où on vit et pas uniquement des lieux où on passe. Voilà, on doit pouvoir s'y arrêter, y avoir des renseignements, peut-être acheter une carte téléphonique, enfin je ne sais pas, mais trouver un certain nombre de services qui vont quelque part agrémenter, faciliter le séjour qu'on est venu faire. Sur le véhicule autonome, alors le train autonome, d'autres véhicules autonomes, quelle est sa capacité à faire changer l'image du ferroviaire et l'image du territoire qui est traversé par ce système? Ça, c'est une question effectivement très importante pour nous, parce qu'en fait, on se rend compte que les constructeurs automobiles aujourd'hui essayent de capter finalement l'imaginaire du train. C'est-à-dire quand ils parlent de la voiture autonome, il diffuse des images dans lesquelles on voit une personne qui est tranquillement en train de lire son bouquin dans sa voiture, et la voiture conduit toute seule. Mais c'est juste que le train est capable de faire dès aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement on a cette possibilité de valoriser la qualité du voyage, la qualité du moment où on voyage, quel que soit le voyage. Alors évidemment, quand on est dans les RER parisiens hyper bondés, c'est un peu plus difficile de lire son bouquin, mais dans la plupart des cas quand même en France, et là, dans la plupart de nos lignes, on arrive quand même à avoir des places assises et puis la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire et de regarder des films maintenant sur les ordinateurs ou sur les téléphones, de prendre un temps de loisir, de repos, etc. D'ailleurs, tout ça a fait l'objet de pas mal d'enquêtes où on voit que le moment du voyage est un moment de plaisir. C'est plus seulement je vais du point A au point B, mais c'est aussi un moment que je me réserve pour moi. Et donc c'est une dimension qu'on va essayer de ne pas trop se faire piquer par les communicants de la voiture, parce que c'est un atout qu'on a d'ores et déjà. Et donc pour le lien avec le territoire, on sait que la plupart des conseils régionaux profitent quand c'est possible, quand il y a des dispositifs, pour communiquer dans le train. En Ile-de-France en particulier, on a des écrans, par exemple, sur certains matériels qui permettent de donner quels sont les expos, les animations en cours sur le territoire. Donc, il y a forcément, avec l'arrivée de technologies de trains communicants, des possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir. On va pouvoir envoyer des flux ou, disons, diffuser du contenu numérique dans les trains, peut-être parfois à distance. Et donc ça, c'est aussi une piste pour valoriser les territoires par lesquels on passe. Ça fait partie intégrante des domaines de recherche actuels. Regardez, justement, le bus connecté,
parlez de quoi? De Wi-Fi à bord, un bus autonome. Alors, du Wi-Fi à bord, ça existe déjà sur certaines lignes. Sur des grandes lignes, il y en a notamment en Normandie. Je pense par exemple au Caen Le Havre, où il y a du Wi-Fi à bord. Après, les bus autonomes sans conducteur, ça viendra un jour, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on le verra? Je ne sais pas. On va prendre des questions de la salle. Qui veut poser des questions? Oui. Pierre Vavasseur, président du mouvement des Citoyens debout. Je suis un peu horrifié de ce que je viens d'entendre, de ce que je vois comme programme. Parce que la première des mobilités, c'est à pied. La deuxième, et ça tout le monde le fait, c'est pas imposé encore. La deuxième, c'est le vélo. Mais pour pouvoir utiliser le vélo, il faut être sûr d'arriver sain et sauf. Donc 2 conditions nécessaires, c'est une limitation de vitesse en ville à 30 km/h sur toutes les rues de la ville, pas de ségrégation entre l'automobile et le vélo, donc pas de piste cyclable, parce que le danger se trouve au carrefour. Il n'y a pas de croisement de piste cyclable sans voiture, ça ne marche pas. Donc des vélos mélangés aux voitures, avec des places de stationnement sécurisées, ça vous l'avez parlé, mais pas que les gares. Je pense qu'il faudra à peu près autant de places de stationnement sécurisées que d'habitants sur Deauville, Trouville et les villes de la côte. C'est parce que le domaine de pertinence du vélo, c'est de 1 à 3 km, où le temps de la voiture, le temps de la garer, le temps de la prendre, ne correspond pas à la pertinence de l'automobile. Ça correspond à 30% des déplacements en ville. 30% des déplacements en ville, ça veut dire 30% de besoins de stationnement sur la voie publique en moins. C'est-à-dire que les problèmes de stationnement, par ce fait-là, par ce biais de le vélo, est résolu. Vous pouvez penser que vous oublierez les parcs-mètres payants. Je pense que ça va soulager un certain nombre de gens. Deuxième point, parce que toute voiture, pour le moment, on reste en toute voiture, d'après ce que j'entends. Deuxième point, c'est l'autocar. L'autocar, lui, coûte en prix de revient, s'il roule à 60 km/h, 50 km/h, coûte en prix de revient 1,25 € à peu près. Il est facturé, je ne sais pas combien vous facturez à la région, mais je sais que dans la région parisienne, c'est 5 € du kilomètre. Donc il faut regarder la pertinence d'un autocar dans le système privé. Parce que l'autocar, il utilise tout le réseau routier qui dessert tout le monde. Contrairement au train, où le réseau est limité à 20 ou 30 000, moins de 10 000 km effectifs pour les voyageurs, sur toute la France. Donc le périmètre du train est très faible par rapport au périmètre possible de l'autocar. L'intérêt de l'autocar qui est sacrifié pour des raisons, je ne sais pas de quoi, mais il faut savoir qu'il roule à moins de 20 litres au 100 actuellement, et qu'il est donc beaucoup plus fin au niveau d'utilisation des infrastructures et au niveau de la capacité. Un autocar, c'est 50 personnes quand il est plein. Alors je ne vais pas m'étendre sur le fait comment on remplit les autocars de 50 personnes, parce que là c'est beaucoup trop long, mais c'est possible. Le dernier objet, c'est le train. Le train qui marche au nucléaire. Alors le nucléaire, je vous rappelle qu'il y a eu Fukushima, c'est des dizaines de milliers de morts. C'est très dangereux l'électricité nucléaire, c'est très dangereux, c'est des dizaines de milliers de morts. Il y a un tiers du Pacifique qui est pollué par l'atome. On est en Normandie, M. Vavasseur. Oui, mais en Normandie, avec Flamanville et Le Père, c'est très dangereux, c'est très proche de chez nous.
Oui, mais on ne parle pas du train nucléaire, on parle du train... Le train qui marche au nucléaire, c'est par rapport à l'effet de serre de l'automobile, il n'est pas meilleur. Quelle est votre question, s'il vous Ma plaît? question, c'est vous dire que le train, la pertinence du train n'est pas évidente, parce que pour déplacer un TER, c'est au minimum 18 € du kilomètre. Donc la question économique est fondamentale. D'accord. On va poser la question à la SNCF. La question économique, non, mais c'est les petits modules. C'est autre chose. Quelques informations économiques sur justement les coûts. Bon, je vous donnerai pas de chiffres parce que je les ai pas. Je ne sais pas si c'est 18, 14, 12 ou 24, j'en sais rien. En revanche, bon, on peut avoir un débat sur les sources électriques, les origines de l'électricité qu'on consomme, mais c'est un débat qui nous dépasse. Enfin, en tout cas, nous, on promeut le ferroviaire parce qu'on utilise effectivement l'électricité et que c'est moins pénalisant pour la planète que d'utiliser la combustion de l'essence. Voilà, basiquement. Donc, je parle de l'effet de serre, bien sûr. Après, je ne sais pas, sur les autres sujets, je suis moins... Sur les autres sujets, je pense que, effectivement, vous dites un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les mobilités sont multiples et qu'en fonction de l'importance des flux, eh bien, vous pouvez avoir sur certains flux le train qui va être pertinent, sur d'autres flux le car, sur d'autres vous allez avoir du covoiturage et puis du vélo, de la trottinette, etc. Et que la mobilité elle est multiple et que les réponses, il n'y a pas une seule réponse, on est bien d'accord là-dessus. Alors, dernière question à tous les trois. Quel est l'organe de gouvernance qui est nécessaire pour réaliser cette interconnexion, cette intégration de l'ensemble du système de mobilité sur un territoire comme celui du corridor Lisieux-Cabourg? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, a priori, à la lecture des textes, c'est aujourd'hui la région qui est un peu chef de file, qui a forcément une vision globale qui est nécessaire, déjà, parce qu'on doit voir le périmètre avec du recul, et donc elle a ce recul, mais ça ne saurait être la seule gouvernance de la région. C'est-à-dire que pour que ça marche, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que ça nécessite que tous ceux qui sont intervenants, la communauté de communes au titre du développement économique, la commune au titre de l'urbanisme, parce que ce que l'on disait tout à l'heure, si la gare arrive, mais qu'il n'y a pas autour l'espace de covoiturage, l'endroit pour que des bus puissent s'y garer, le démarrage avec les vélos, ça ne marche pas. Et si la communauté de communes ne peut pas amener un peu d'activité économique alentour pour donner un peu de sens à cet emplacement, ça ne marche pas. Donc on est véritablement, avec un chef de file identifié, la région, dans la co-construction du projet. Oui. Bon, sur la gouvernance, nous, on applique la loi. Donc, effectivement, c'est la région qui est chef de file pour tout ce qui est transport régional. Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions, mais des solutions qui soient à la fois à l'échelle de toute une région, à l'échelle du pays, et puis également au niveau le plus local, y compris d'ailleurs sur des mobilités extrêmement locales, comme le vélo. On est aussi partenaire pour offrir des possibilités de lien entre les différents modes. Ça fait partie aussi de notre responsabilité finalement, de permettre la continuité du porte-à-porte et de permettre à ce que les personnes qui se déplacent à pied, en vélo et puis en trottinette et encore d'autres moyens de transport puissent arriver et se garer tranquillement aux abords des gares pour prendre les trains. Voilà. Alors, je repréciserai que depuis la loi NOTRe, effectivement, la région est compétente en termes de transport, à la fois ligne régulière, transport scolaire, le ferré, le routier, donc a une vision complète de la mobilité à l'échelle de la Normandie. Donc, effectivement, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est bien la région qui est chef de file sur l'aspect mobilité. Mais je sais qu'elle travaille étroitement avec les collectivités locales et c'est ce complément-là qui fera qu'on arrivera à essayer de traiter un maximum de déplacements et de mobilité en région. Très bien, merci.
En forme de conclusion, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de, mais simplement quelques mots que j'ai retenus, quelques phrases. Ne pas remplacer un embouteillage par un autre, ça me paraît être quelque chose qui a été dit. Dans un mixte rural-urbain, traiter les problèmes de manière globale, intégrée, transversale, avec une gouvernance suffisamment subtile pour associer tous les acteurs du déplacement, tous les acteurs de la mobilité, et que c'est un projet de territoire. Ce dont nous parlons, c'est un projet d'aménagement du territoire. Ce n'est pas qu'un projet technique, pas une solution technique ou une solution de déplacement, et que c'est lié à la création d'emplois, à la croissance du territoire. Nous sommes d'accord sur... Parfait. Donc nous venons de confier à l'atelier suivant déjà le cadre de sa propre réflexion, et ne sortez pas des clous.